J'arrive. J'arrive. Le son est trop fort. Ah, je suis pas prêt. Hop, hop, hop. Eh ouais, y a tellement de photos. Sur le B24, j'avais des centaines de photos. J'ai dit non, mais je peux pas mettre tout ça, je vais faire cracher mon logiciel. Il y a... J'aurais peut-être dû faire 2 épisodes sur le B24, mais bon. Voilà. J'ai une liste à étrier. Faut que ça avance. Il faut que la liste avance. Ah putain. Ah quel enfer. Donc ouais, un bel avion ce soir. Un gros avion. J'espère que tout le monde connaît le B24 Liberator. Ça fait quand même partie des avions de légende de la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas que des légendes, parfois on a des machins un peu méconnus, ou alors qui sont passés un peu dans l'ombre. Mais c'est vrai que le B24 est un monstre. En termes de tout. Et c'est aussi le bombardier le plus produit de l'histoire de l'aéronautique. On n'a jamais autant produit un bombardier que le B-24 Liberator. Pourtant, on a quand même le B-17 qui a été prolifique. Mais le B-24 écrase tout en termes de productivité. Et sur un très court moment. C'est souvent ce qu'on oublie, mais le B-24 va pas être produit pendant longtemps. Et pour moi, le B-24, c'est la parfaite représentation de la démesure américaine en termes de production. Puisqu'en même temps qu'on va faire des B-24, on va continuer à garder les chaînes de B-17 ouvertes. On va faire les 2 avions en parallèle. Vous dites, mais moi qui suis plus familier des Allemands et des Allemands qui ont essayé de faire des bombardiers quadrimoteurs, mais les malheureux, ils y arrivaient pas, quoi. Et là, vous avez les Allemands qui... Brian Magnifique, hein. Plus le B-29. Plus le B-29. Plus le B-29. Oh, Fitri. Hop là. Fitri, je sais ce que tu vas me demander. Il arrivera bientôt ton truc Fitri. Hein. Fitri, il bombarde tellement ces machins. Il n'y a pas assez de un sub par mois. Fitri, il se dit, à chaque semaine, j'offre un sub. Ah, forcément, le machin, il monte vite, hein. Quel animal. Bon, au moins, il demande des véhicules de logistique intéressants, Fitri. Ça change des mecs qui demandent des chars pourris en Nouvelle-Zélande faits à 3 exemplaires, hein. Voilà, hein. Quelle purge. Bon. Le P24. Attendez, j'ai des photos de dingue ce soir. Hein. Des artworks, des photos. Donc ouais, pour ceux qui le savent pas, bah écoutez, si je trouve pas assez d'infos, Fitri, je me démerderai pour te demander, voilà. Donc ouais, regardez-moi ça. Il a été déployé absolument partout. Il a été déployé partout. Il a été utilisé par tout le monde, même des gens qui ne l'ont pas acheté. C'est l'avion, c'est le bombardier le plus prolifique de l'histoire. Moi, personnellement, je le pense. Fait à 18 000 exemplaires, le plus produit. Il y a tellement de variantes que ce soir, je ne vais pas rentrer dans le détail des variantes. Généralement, les bombardiers américains, ça va jusqu'à B, D, C, D, E. Le B-17, qui est déjà incroyable, va jusqu'à G, quasiment. Et lui va jusqu'à A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Je crois qu'il y a un B-24Q, comme mon cul, vous voyez. Et il y a des variantes. Il y a des variantes qui deviennent des avions à part entière. Et ces variantes ont elles-mêmes leur propre bloc et sous-variantes. Et on va aborder un peu, et vous allez voir, mais les avions de 45, 46 qu'on va voir, même après, n'ont plus rien à voir avec les avions de 39. Parce que c'est un avion qui va continuer à évoluer. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est un avion qui vient de nulle part. Cet avion, il vient totalement de nulle part. C'est un avion qui était prévu par personne. Et c'est un avion de transition. Il vole que 3 ans avant le B-29. Vous vous rendez compte? Il vole 3 ans avant le B-29. Et pourtant, en l'espace de 3 ans, il va devenir totalement incontournable. Regardez, le chat. Le chat a déjà des... Voilà, le chat commence à... Oui, mais on l'a utilisé pour ça, mais absolument. C'est là où le B-17 n'était pas un avion particulièrement volatile en termes d'usage, versatile. Le B-24 est incroyablement versatile. B-24 pour Boeing. Non, pour Bomber. C'est Consolidated. Le B-24, c'est pas Boeing. Et cet avion est absolument incroyable. Et c'est vrai qu'il est peut-être un peu
dans l'ombre du B-17 et du B-29. Pourtant, vous allez voir ce soir, cet avion est assez incroyable. Il est assez incroyable. Et surtout, ouais, c'est plus le contexte de comment il est arrivé, la vitesse à laquelle il a été mis en service, qui est assez hallucinante pour un quadrimoteur. Les quadrimoteurs, par définition, sont des avions compliqués. Et lui, il a des défauts. Il n'est pas parfait le B-24, il a des défauts. Mais lui, tout va être tellement rapide. C'est la marque de fabrique d'un bon avion. Un bon avion qui va vite. Tout est rapide, tout est smooth. Tout va rapidement, du proto jusqu'à la mise en service. C'est la marque de fabrique. Pourquoi les US font 3 bombardiers stratégiques en même temps? Parce que... Sa question est intéressante. Pourquoi ils n'en font pas qu'un seul? Parce que les États-Unis considèrent qu'ils peuvent se permettre, au cas... Donc tu lances 3 projets, tu construis 3 projets en même temps. Comme ça, s'il y en a un qui échoue, t'es sûr que t'en as 2 autres. Dis-toi que le B-29... Quelqu'un connaît le concurrent du B-29 qui a été produit en série? Le B-29 a un concurrent, les gars. Le pognon, non. La capacité industrielle, parce qu'ils le peuvent, absolument. Quelqu'un connaît le concurrent du B-29? Le B-29 Fortress a un concurrent oublié, un concurrent incroyable, le B-32, qui a été construit aussi. Quelqu'un peut aller voir combien de B-32 ont été construits? Ils ont construit les 2 avions en même temps, au cas où l'autre avion ne fonctionnerait pas. Vous avez le génie et la démesure américaine, la redondance. Parce que vous avez la capacité industrielle, vous allez mettre de la redondance. Au cas où le véhicule ne fonctionne pas, bah c'est pas grave. On a son concurrent qui fonctionne avec les chaînes de montage lancées. Incroyable, hein? Il n'y a que les Américains qui peuvent se permettre. Ils en ont fait 118. Vous vous rendez compte? Ils ont fait 118 B-32. Ils ont fait un des quadrimoteurs les plus complexes de l'époque, le B-32. Ils en ont fait 118. C'est fou. C'est totalement fou. Au cas où le B-29, et le B-29 a eu beaucoup de problèmes, j'ai enlevé mes chaussettes, regardez. Au cas où le B-29 aurait des problèmes, le B-32, il était là, il était prêt. Voilà, avec les chaînes de montage lancées. Il n'y a pas eu besoin, puisque le B-29, malgré des problèmes de moteur récurrents, est parvenu, voilà. MDR, non mais t'as sérieusement une émo de chaussettes? T'es sérieux? On dirait une paire de couilles, hein, de loin, hein. Un Wheezy, on dirait un peu une paire de couilles, hein. Mais ouais, on voit que c'est des chaussettes. Pris hors contexte, ça pourrait faire un peu paire de couilles, hein. Donc ouais, ils peuvent se le permettre, tout simplement. Mais le B-24 n'a aucun concurrent. Le B-24 ne fait partie d'aucun programme, il n'a aucun concurrent. Et il est étroitement lié au B-17. Le B-17, dites-vous que souvent, les 2 avions vont opérer ensemble. Dans les mêmes escadrilles, dans les mêmes Air Force. Et donc forcément, vous n'aurez pas les B-24 et les B-17 dans les mêmes unités. Pour des raisons logistiques, vous avez des groupes, des groupes de bombardement sur B-17, d'autres sur B-24. Mais le B-24 est plus moderne et plus récent. Il y a quasiment, il y a presque 4 ans entre le premier vol du B-17 et du B-24. Donc c'est vrai que le B-17 est un avion beaucoup plus ancien. Et surtout à cette époque, dans les années 30, où tout évolue extrêmement rapidement, le B-24 fait partie de la génération suivante. Dans les têtes du Pentagone, en 37-38, il y allait avoir le B-17 et le B-29. D'accord? Il n'y allait pas avoir d'avion de transition. Et ce qui est vrai d'ailleurs, puisque c'est vrai que le B-17 Fortress, il est utilisé pendant toute la guerre, et vous avez le B-29 qui arrive derrière. Ça fait sens que le B-17 a encore de... Je veux dire, le B-17 fait le boulot. Malgré ses performances un peu faibles en termes de vitesse et tout, ça reste un... ça va faire toute la campagne de bombardement jusqu'en 45. Et pendant qu'on a des B-29 dans le Pacifique, on a encore des B-17 en Europe. Et c'est vrai qu'on peut se dire, qu'est-ce que le B-24 vient foutre là? La question est légitime. Qu'est-ce que le B-24 vient foutre là? Le B-24, c'est un accident. C'est totalement un accident. Puisque... En 38, le Pentagone a commencé à faire le tour des industriels américains, entre autres de l'aviation, et la doctrine constituera avec le B-52. Mais d'abord, t'as le B-36, t'as le Convair B-36, et après, t'as les B-47, puis les B-52. Mais ouais, le Pentagone fait le tour des industriels pour qu'ils produisent sous licence le B-17. Parce que tout le monde ne veut pas produire le B-17, donc généralement... On arrive avec un bon contrat juteux et tenez, produisez s'il vous plaît le B-17. Il s'avère qu'il y a la compagnie Consolidated,
Vous les connaissez, hein, c'est les mêmes qui ont fait... Il y a les Catalina et compagnie. Et... Consolidated, on va leur proposer de produire des B-24. Et ils vont aller visiter les usines de Seattle à Boeing. Donc là, on est en 1938, donc on est avant-guerre, hein, on est bien avant-guerre. Enfin, bien avant-guerre pour les Américains, en tout cas. Et c'est vrai qu'ils vont pas être impressionnés par le B-17. Et ils vont même se dire... Il y a les ingénieurs de Consolidated qui vont faire un petit tour... et ils sont pas impressionnés par le B-17, au contraire, ils se disent « Mais attends, il est un peu vieux leur avion, là. Et on peut peut-être faire meilleur. » Donc les mecs sur fond propre, ils vont se dire on va faire un avion, on va faire un bombardier. On va faire un bombardier. Stéphane, tu l'as fait le Valentine anglais ou alors sur les fusils anti-chars de la Deuxième Guerre mondiale. Très intéressant un HS sur les fusils anti-chars. Parce que c'est vrai que généralement on se moque un peu des fusils anti-chars. Mais tu sais quoi, je vais le écrire. Fusil anti-chars, très intéressant. Les boys et compagnie. Très bonne idée. Donc ouais, Consolidated va se dire, bah nous on va faire notre propre avion et on va le présenter au Pentagone en leur disant regardez votre B-17 là il est un peu vieillissant, on va faire un truc plus rapide. Surtout qu'en 39 le Pentagone a lancé le programme du B-29. Vous voyez, Consolidated ne veut pas être le concurrent du B-29. Ils ne veulent pas construire le B-17, mais ils se disent on pourrait peut-être faire un avion de transition qui viendrait se mettre là-dedans. Donc c'est-à-dire un avion qui n'aurait pas les performances de la future génération B-29, B-32 Dominator. Par contre, ça serait sympa d'avoir un avion meilleur que le B-17, plus versatile, plus de performance que le B-17. Va naître le B-24. Ce qui est incroyable, comprenez que le Pentagone regarde ça d'un mauvais oeil, ils vont leur dire écoutez les mecs, on est en 39, hein. On est dans les premiers mois de 39 et le Pentagone va leur dire écoutez, pourquoi pas à une seule condition, ils volent avant la fin de l'année. C'est pas un chasseur, hein. C'est un bombardier quadrimoteur. Et le Pentagone va leur dire écoutez, pourquoi pas, on est prêt éventuellement à passer commande, mais on veut que ça vole très très rapidement parce que sinon ça va foutre la merde avec, et ils ont raison, ça va foutre la merde avec les programmes du B-29 et tout qui sont déjà financés et qui vont être des énormes investissements. Bah figurez-vous qu'ils l'ont fait. Et ils ont fait voler l'avion en 9 mois. Regardez, ça, c'est le 26 décembre 39. Il a volé 2 jours avant la fin de l'année. C'est le XB-24. Regardez-le, s'il est pas beau. À l'usine. Le XB-24, quelques jours avant son tout premier vol. Regardez-le. Et bah vous savez quoi, il va voler je crois le 29 décembre. Le 29 décembre. Voilà. Tiens donc, ils sont motivés les bougres, ça a été bloqué par mon automode, je vais te l'accorder. Hop là. Et voici le magnifique XB-24. Donc vous retenez bien cette image, ça va pas avoir grand chose à voir avec ce qu'on verra en 1944-45. Voilà. Donc ouais, voilà un petit peu le XB-24. Et cet avion, il vole bien. Alors, ils ont des petits problèmes, normal pour un quadrimoteur. L'avion est aussi sous-motorisé. En 39, ils vont lui mettre après des turbos au cul. Et c'est vrai qu'il a un problème de performance. Ça va s'améliorer, mais l'avion vole super bien. Ils n'auront aucun problème majeur de développement pendant les quelques mois. Et ça vole tellement bien qu'avant même que ça vole, il y a déjà des contrats qui pleuvent. Le Pentagone en veut. Mais il n'y a pas que le Pentagone, il y a aussi la commission d'achat franco-anglaise qui en veut des centaines pour la France et tout ça. C'est quoi comme moteur dessous? On s'en fout. Va voir le détail. Un nom de moteur, ça parle pas à grand monde. Et ils vont... donc il y avait les Français, les Anglais qui en voulaient des centaines. Parce que l'avion était extrêmement prometteur. Les lignes de B-17 étaient déjà surchargées par les commandes du Pentagone. Donc là, il y avait un nouvel avion qui arrivait, hors commande du Pentagone, qui n'était pas lié à un programme, et il y avait moyen de faire ses courses tranquillement. Donc vous avez les Anglais et les Français qui se sont jetés dessus. L'avenir leur donnera raison, surtout aux Anglais. Les Français, eux, n'auront pas le temps. Donc voilà le... il est beau, hein? Le XB-24, hein? Donc ouais, super proto.
avec ses défauts, mais comme je dis, ils vont résoudre tous ces défauts, à part quelques-uns qui seront jamais gommés, c'est déjà un très très bel avion. Et c'est pour ça que ça va aller aussi vite en fait. La queue est bizarre. C'est une queue bipoutre. Mais dis-toi qu'on va en reparler de ça. Parce que cette queue va disparaître. Il va aller voir un chirurgien et puis ça va faire quick quick. Et on aura une nouvelle queue. Voilà, tu vois. Voilà, une nouvelle queue. Donc ouais, c'est un bon avion dès le début. Si le développement est aussi rapide, allez voir un peu les problèmes qu'ont eu certains. Allez voir les problèmes qu'ont eu les Américains avec le B-29. Je crois que j'avais déjà fait un Warbird sur le B-29. La mise au point du B-29 avait été un calvaire pour les Américains. Lui, là, c'est l'opposé. En quelques mois, ils ont un avion opérationnel. Et c'est fou. Parce que vous avez là les premières versions d'achat, donc le YB24, qui sont de la pré-série. Mais la pré-série est déjà à vendre. Vous avez les Marine Corps qui en veulent 36, l'armée de terre, parce qu'à l'époque, l'US Air Force n'existe pas, d'accord. C'est l'armée américaine qui n'est pas indépendante. Vous avez l'armée qui n'en commande que 36, mais dites-vous, les Français, les Français en ont commandé 120 et les Anglais 164. Le Pentagone a un peu les pieds froids, ce qui fait que les Français et les Anglais s'engouffrent dans la brèche pour commander un énorme contrat pour le YB24. Donc c'est intéressant de voir que l'avion, dès 1940, de 39, l'avion est prêt, on commence à lancer les chaînes de montage, tout le monde se jette dessus. Vous noterez qu'il n'y a aucun armement défensif, on est sur les toutes premières versions, les YB24, zéro armement. À son heure de gloire, on aura 10 mitrailleuses lourdes sur cet avion, hein. On aura tourelle au-dessus, en dessous, devant, derrière, 12-7 sur les flancs. Ce sera un hérisson, mais ça, ce sera l'avion qui va évoluer avec les retours d'expérience de l'Europe. Voilà. Donc ouais, dès le début, c'est un avion qu'on s'arrache. Malgré ses quelques défauts, c'est un avion extrêmement prometteur. Et il sort de nulle part. C'est Consolidated qui s'est dit on peut faire mieux que votre B-17 pourri là. Et on vous propose cet avion. Et c'est vrai que l'avion est meilleur qu'un B-17 dans pas mal de compartiments au niveau vitesse, tonnage, portée. Mais il est plus moderne. Rappelez-vous, il vole près de 4 ans après un B-17. C'est énorme à cette époque, 4 ans. Et les premiers à recevoir les avions, on a cette image d'Épinal du B-24 qui fait du bombardement stratégique. Elle est un peu fausse cette image. Puisque les premiers à recevoir les avions, c'est D-41. Regardez, ça, c'est les Liberator Mark 1. C'est rien d'autre. Regardez. C'est rien d'autre que les YB-24. Ça sort des chaînes de montage. Ça part même pas pour l'armée américaine. Ça part en Angleterre. Les Anglais ont un terrible besoin de bombardiers quadrimoteurs. Ils vont pas en vouloir dans le Bomber Command. Et donc là, les Anglais vont les appeler des Liberators. Donc vous avez le B-24 Liberator pour les Américains. Les Anglais, eux, vont les appeler Liberator Mark 1, 2, 3, radio, radar. La première chose que vont faire les Anglais, ils vont l'utiliser comme banc d'essai pour le barder de radars. Entre autres des radars de recherche maritime, on va en reparler. Cet avion va être incroyablement important pour le Coastal Command. On va parler un petit peu de sa carrière totalement folle, une carrière oubliée parce que la bataille de l'Atlantique aujourd'hui est un petit peu délaissée. Pourtant, c'est la plus longue bataille de la Seconde Guerre mondiale. Elle commence en 39, elle finit en mai 45. Et les Anglais ont un terrible besoin de bombardiers de reconnaissance maritime. Le problème, c'est que vous avez une guerre ouverte en 41-42. Vous avez une guerre ouverte en Angleterre entre le Bomber Command de Bomber Harris et l'Amirauté. Et tous les quadrimoteurs partent au Bomber Command. Alors que l'Amirauté dit... Donnez-nous des quadrimoteurs pour qu'on puisse patrouiller. Sauf que c'est trop défensif. Et Churchill n'aide pas. Et Churchill dit, nous on veut raser des villes allemandes. Vous avez tous les ânes battés du Bomber Command, même avant Harris, qui disent, si on rase les villes allemandes, les Allemands vont capituler. Ça plaît à Churchill. Et le PBY2 a un rapport avec le B-24. C'est un B-24, figure-toi. C'est un foutu B-24. On va en reparler. Donc ouais, les premiers Liberator Mark 1, regardez ça. Donc ça, c'est même pas un B-24, c'était juste pour le radar de surface. Voilà. Donc ça, c'est sûrement mis sur un... ça ressemble à un Catalina. Mais les Anglais, ouais, vont vraiment utiliser
le Liberator comme une plateforme d'essai. Il est pas viable au combat. Comprenez qu'il a aucun armement défensif. Vous pouvez pas l'envoyer dessus l'Allemagne. Participer au raid sur Cologne, les 1000 avions et tout, parce que l'avion n'est pas fait pour ça encore. D'ailleurs, ils vont l'appeler le LB-30 YB-24. Donc regardez, tout ça, c'est... Donc les premiers utilisateurs du B-24 au combat, c'est les Anglais. Les Anglais vont les envoyer faire de la patrouille maritime, vont les intégrer au Coastal Command. Vous allez voir qu'ils vont être décisifs dans la bataille de l'Atlantique. Et border ces volants complètement. Hop là, donc là, c'est les images de 41. Hein, c'est les... Regardez-moi ça, s'ils sont pas beaux. Elle a un petit peu étiré cette image. Il est normalement un petit peu plus pâteau. Il est un petit peu plus pâteau, le YB-24. Hop là. Donc ouais, j'ai des photos incroyables. Regardez ça. Donc tout ça, c'est des YB. Donc, on va pas leur mettre des bombes. On va leur mettre des charges de profondeur pour aller chasser le U-boat. L'Atlantique, c'est grand. Et c'est vrai que... attendez, j'ai plein de photos. Donc, quand vous voyez des avions blancs comme ça, avec les cocardes, c'est des avions du Coastal Command. D'accord, c'est pas des avions du Bomber Command. Ce sont des avions du Coastal Command. Ce sont des avions de patrouille maritime. Et dites-vous qu'ils font du transatlantique. Hein. Parfois, sur les patrouilles, ils partent des Bahamas et ils vont faire une escale en Islande. Et après, ils viennent se poser en Angleterre et ils repartent. Et on les envoie chasser les U-boats, alerter les convois. Donc eux sont au courant des convois et tout. Et ils sont là. Généralement, les U-boats sont rarement sous l'eau, d'accord? On a cette image des U-boats qui sont sous l'eau. Les U-boats, ce sont des submersibles. Les U-boats, ils passent leur temps à la surface. Et c'est que avant l'attaque qu'ils plongent. Donc forcément, vous voulez pas être survolé par des B-24 qui vont donner l'alerte sur votre position. Ou pire, commencer à vous mettre des charges sous-marines, des charges de profondeur dans la tronche. Regardez cette photo, elle est prise aux Bahamas, à Nassau. Regardez les colonnes de B-24. Hop là. À Nassau. Ah oui, les patrouilles maritimes sans fin dessus l'Atlantique Nord. Pas mal, hein. Ce sont les mêmes moteurs que le B-17, j'en sais rien. Pose pas deux fois la même question. Tu fais Wikipédia, B-24, B-17 et tu vas voir les noms des moteurs. Si je dis pas les noms des moteurs, c'est que tout le monde s'en fout. Ça parle pas aux gens, les moteurs. Hop là. Et quand ils sont attaqués, ils plongent, bien sûr. Bien sûr qu'ils plongent. Hop là. Donc ouais, matez-moi un petit peu l'engin. À cause de l'autonomie des batteries, bien sûr. Vous voulez pas être longtemps sous l'eau parce que vous n'avez pas de schnorkel pour recharger les batteries. Donc oui, les U-boats ne sont pas des sous-marins, mais des submersibles, d'accord? Faudra attendre la fin de la guerre et les premiers sous-marins nucléaires pour avoir des vrais sous-marins. Donc ouais, j'ai des super photos prises en 42-43 du Coastal Command. Regardez, vous les voyez les radars? Vous voyez ça? Radar. Est-ce que vous voyez l'autre radar? Dessus la cocarde. Vous voyez là les 4 points? Ça c'est un radar. Donc tout ça c'est des radars de surface et compagnie. Radar et un autre radar à l'avant. Le machin là est bardé. Donc sûrement de la guerre électronique. Vous avez différents types de radars. Vous avez des détecteurs de radars allemands. Parce que les Allemands utilisent certains types de radars de détection. Vous allez détecter le radar allemand sans vous montrer. Donc vous savez que le U-boat est là. Mais vous n'allez pas vous montrer. Donc vous avez toute une guerre de l'électronique dessus l'Atlantique, où vous détectez le détecteur qui détecte en utilisant les outils de l'autre contre lui. Et à ce petit jeu, les Allemands et les Anglais vont se faire une guerre terrible que vous retrouvez dans la chasse de nuit. La chasse de nuit, où vous essayez de détecter le mec qui utilise un outil pour vous détecter. Vous détectez l'outil qui est censé vous détecter. Et là, c'est très intéressant de voir ces B-24. Là, on est sûrement en 43, printemps 43. C'est très intéressant de voir ces B-24 qui sont chargés d'électronique. Voilà. Ce sont des bimoteurs du raid de Doolittle. Doolittle, c'est des B-25. Encore un autre avion. Hop. Regardez, il y aura même de nuit. Regardez, c'est quoi ça? Sous l'aide d'un B-24. Matez l'engin. Hop là. C'est toujours pareil de le absolument. Matez un peu le monstre. Il est en train de le frotter, là, regardez, il est en train de le polir. Très important. C'est un énorme projecteur, les mecs. De nuit. Parce que les U-boats, de nuit, ils sont en surface. Ils sont tranquilles la nuit, on les voit pas.
Ça, c'est pour leur foutre un projecteur dans la gueule. Vous le détectez de très loin. Et quand vous savez qu'il est là, bam, vous lui mettez un projecteur et vous le forcez à plonger. Voilà. C'est beau. Cette guerre électronique où les British ont eu un avantage constant. Non, ils n'ont pas eu un avantage constant. Ils ont eu des... C'est des phases. À chaque fois qu'en fait que l'ennemi récupère des radars intacts, il est capable de faire une contre-mesure. Et dans certains compartiments, les Allemands vont avoir l'avantage, d'autres non. Au point que les Anglais parfois enlèveront des équipements, les Monica par exemple, de leurs bombardiers, parce que les Allemands étaient capables de... Donc les chasseurs de nuit allemands utilisaient le radar anglais, le radar de navigation anglais, pour aller chercher les bombardiers. C'est un truc incroyable. Donc ouais, allez voir, j'avais fait un Warbird il y a très longtemps sur la chasse de nuit, et je parle de tout ça, il me semble, de toute cette guerre électronique. Hop là, regardez ça. Les lignes de bombardiers du Coastal Command. Superbe. Donc ouais, totalement oublié, mais les Anglais ne vont pas utiliser l'avion comme un avion de bombardement, mais ils vont utiliser leur Liberator pour la chasse aux sous-marins. Et ça va être tellement décisif. Regardez, ça, au printemps 43, les Allemands vont perdre la bataille de l'Atlantique, entre autres parce qu'ils vont perdre l'espace vide. Vous voyez les cercles? C'est la couverture aérienne, depuis l'Islande, depuis l'Irlande, depuis le Canada. Les Allemands peuvent opérer dans le centre de l'Atlantique sans être dérangés par les avions. Ils sont tranquilles. Et les Anglais ont conscience de cela. Et c'est pour ça que les Anglais vont, le plus rapidement possible avec l'arrivée des Liberators, les envoyer ce qu'on appelle the gap, le trou. L'arrivée des Liberators va forcer les U-boats désormais à avoir toujours les yeux dans le ciel. Ce qu'ils n'avaient pas avant. Oui, c'était leur terrain de chasse. C'était leur terrain de chasse tranquille. Les U-boats ne vont plus être tranquilles à partir de fin 42, début 43. Ça va être le chant du cygne des sous-marins. Les Allemands perdent la bataille de l'Atlantique au printemps 43, été 43. Et c'est vrai que l'arrivée des Liberators va être un des éléments, parce qu'il y a d'autres éléments, mais un des éléments qui va faire la bascule. Les Allemands ne peuvent plus se cacher. Ils n'ont plus d'espace vide. Systématiquement, ils sont traqués, survolés. Vous rajoutez à cela l'électronique à bord des B-24. Donc les B-24 non seulement patrouillent, mais sont capables de détecter les Allemands. Et s'ils détectent, c'est pas qu'ils vont faire que les attaquer. Ils vont aussi alerter les convois pour leur dire « Il y a des U-boats ici, barrez-vous, prenez une route plus au nord ». Et les U-boats vont commencer à ne plus trouver de cible. Et en plus de ne plus trouver de cible, ils vont commencer à se prendre des charges de profondeur dans la tronche quand ils sont en surface. Cette photo, elle est prise à Reykjavik. Je suis tombé dessus par hasard. Je sais exactement où c'est pris. Je reconnais le bâtiment derrière. On n'est pas loin du centre-ville. Donc c'est l'aéroport domestique à Reykjavik qui a été construit par les Anglais en 42. Donc là, la photo, elle est prise à côté de chez moi. L'aéroport de Reykjavik. Voilà, on voit qu'il n'y a aucune mitrailleuse à l'arrière ni rien. Donc ces avions ne sont pas armés. Hein. Vous verrez, j'ai des photos du bombardement stratégique américain en 44. C'est des hérissons, quoi. Il y a des 12-7 absolument partout. Là, vous avez donc des Liberators anglais qui n'ont absolument aucun armement et qui sont juste là pour faire de la patrouille maritime. Voilà. Et ça, c'est des charges de profondeur. Hop là. Donc ça, c'est ce qui tombe sur la gueule des sous-marins allemands. Vous voyez, c'est pas des bombes, c'est des charges de profondeur. Vous les paramétrez pour qu'elles explosent. Ah, vous pouvez les faire exploser en surface. Ou après, elles tombent à la flotte. Puis elles coulent. Et puis elles explosent après à une certaine profondeur que vous avez délimitée. Voilà. Donc c'est des charges de profondeur. Hop là. Donc là, ils ont ça dans les soutes. Généralement, pour ces très très longues patrouilles, ils doivent prendre le minimum. Comme je dis, vous avez la charge théorique qui serait presque de 4 tonnes, mais dans les faits, jamais vous chargez votre bombardier à fond. Plus vous allez loin, plus vous allez économiser, moins vous allez mettre de poids dans l'avion. Donc peut-être que là, ils en ont pour 1 tonne, sûrement pour les... C'est robuste pour ce type d'avion. Tu mets le doigt sur un problème du B-24. Le B-17 est un avion plus robuste. Le B-24 a un défaut structurel majeur qui est ses ailes. Les ailes du B-24, il y a énormément de contraintes sur les ailes. Ce qui veut dire qu'à l'instant où les ailes sont touchées ou prennent un impact majeur, les ailes vont casser.
ça sera un des problèmes qui résolveront jamais avec le B-24. C'est la lourdeur des contraintes structurelles sur les ailes. Et c'est vrai que c'était un des problèmes du B-24. Il avait un autre problème, c'est qu'il fuyait beaucoup. Il était interdit de fumer à bord d'un B-24. Il fuyait de l'essence de partout. Ouais, il avait ses problèmes. Il avait ses problèmes, le B-24. Là où le B-27 était, le B-17 pardon, était un avion plus robuste. Plus robuste. Mais plus lent aussi, avec moins de portée. Le B-24 avait ses avantages, en termes de vitesse et tout ça. Et regardez, hein, on a quelques rares photos d'attaque de U-boat. Voilà ce que ça donne, les charges. Les fameuses charges de démolition. Hop. Donc ouais, donc on oublie ce rôle incroyable du B-24 qui va être la chasse aux sous-marins. Voilà. Et il va être excellent dans ce rôle. Donc c'est déjà une preuve que c'est un avion extrêmement versatile et qui peut faire beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on va le retrouver. Et c'est incroyable en termes de vitesse de développement. Dites-vous qu'il fait ça, il fait ça 2 ans après son premier vol. Hein, 2 ans après son premier vol. Je peux vous dire que quand vous êtes familier du développement de quadrimoteurs, 2-3 ans, c'est généralement le temps pour mettre au point le proto et la pré-série. Il n'avait pas de réservoir auto-obstruant. C'est les Anglais qui vont demander des réservoirs auto-obstruants. Les premières versions, les PBY, c'est pas les PBY, c'est les XB24 et les YB24 n'ont pas de réservoir obstruant. C'est les Anglais, forts de leur expérience de la bataille d'Angleterre et qui, eux, comprennent l'importance des réservoirs obstruants, qui vont demander aux Américains de mettre des réservoirs auto-obstruants sur les libérateurs. Et après, les Américains embrasseront le concept. Mais les premiers, toute une génération de libérateurs n'ont pas de réservoirs obstruants. Et tu sais qu'il n'y a pas que les réservoirs qui fuient. Il y a aussi toutes les canalisations et tout ça. C'est un avion qui aura des fuites d'essence pendant toute sa carrière. C'est un des problèmes du B-24. Parmi d'autres. Voilà. Hop là. Donc ouais, les images sont magnifiques. Ça, c'est pris en avril 42. Donc là, c'est un Liberator Mark III. Hop. Regardez ça. Donc là, on commence à avoir... Donc c'est des Mark III. Toutes les images qu'on a vues avant, c'était sûrement des Mark I. Et là, on commence à avoir de l'armement défensif. Les premiers armements défensifs un peu légers, on n'a pas encore eu les retours d'expérience vraiment du bombardement de jour et à quel point la Luftwaffe a du mordant. Mais on commence à voir déjà... les premières tourelles, mais on est encore loin de ce que seront les B-24 dans 1 an. Et les versions beaucoup plus lourdes qui vont arriver totalement surarmées parce que les Américains vont apprendre à la dure que leurs avions sont extrêmement vulnérables. Les doctrines de Douai ont encore beaucoup d'emprise. On pense encore que le B-24 est invulnérable, les B-17 aussi. Tout ce petit monde va vite déchanter face à la Luftwaffe. Regardez, avril 42, les Américains vont commencer à envoyer au combat leur avion à partir de 1942. Entre autres en partant d'Afrique. Ils vont pas envoyer ça en Europe. On a un premier raid sur une cible que vous connaissez. Vous connaissez sûrement le raid, j'en ai déjà parlé. Mais c'est le raid sur Ploiești. Le raid sur Ploiești, les centres pétrolifères de Ploiești roumains. L'opération Tidal Wave, c'est août 43. Mais dites-vous que les Américains, en juin 42, donc quasiment 1 an avant Tidal Wave, ont envoyé une petite douzaine de B-24. Ça va être une des premières missions de guerre du B-24 en Europe. Ils vont partir d'Égypte et ils vont aller bombarder Ploiești qui est absolument pas défendu. À l'époque, il n'y a rien, personne ne pense que Ploiești est une cible valable. Et les B-24 vont faire un aller-retour, vont faire aucun dégât. Donc là, je vous montre des photos de août 43, plus d'1 an après. Et c'est ça qui va déclencher chez les Allemands la panique que Ploiești n'est pas défendu. Si 1 an et demi, 1 an et 2 mois après, le raid va être un désastre, c'est que les Allemands ont appris 1 an plus tôt que Ploiești était une cible extrêmement ouverte et ils vont amener leurs propres escadrilles, leurs propres DCA pour fortifier la zone. Donc les Américains vont commencer à utiliser, à apprendre à utiliser le B-24 à partir de l'été 1942. Là, je vous mets les photos donc, de août 43, donc qui est sûrement un des raids les plus connus
de l'Armada 177 B-24 qui vont partir d'Afrique pour aller bombarder Ploesti. Sauf que là, ils sont attendus. Les Allemands en août 43 sont préparés, ce qui n'était pas le cas un an plus tôt. Et c'est considéré comme le raid le plus désastreux pour des Américains de toute la guerre. Le raid sur Ploesti. Pourquoi ils sont en Razmot? Ils se sont dit que ça serait mieux. Ils se sont dit qu'ils seraient plus discrets et il y aurait de la surprise en restant en Razmot. Ils ne referont plus jamais ça. Donc ils vont envoyer 177 bombardiers. Les images sont incroyables, hein, donc le bombardement à basse altitude de Ploesti. Ça c'est sûrement la Americana, la raffinerie Americana, et ils vont perdre plus de 50 avions, quoi. Ils vont perdre plus de 50 avions, c'est plus de 500 personnels navigants. Et sur les avions qui reviennent, il y en a plus de 50 qui sont tellement endommagés qu'il faut les ferrailler. Et on est sur des taux de perte de presque 70% pour un raid. Ils recommenceront plus. Ils recommenceront plus de cette façon. Ils reviendront sur Ploesti, très souvent. Mais les débuts du P-24 vont être un peu difficiles. En tout cas, le raid n'en vaut pas la chandelle. Le raid n'en vaut pas la chandelle. Et ouais, ils vont beaucoup apprendre de Ploesti, des vulnérabilités du B-24, de la doctrine. Comme je dis, les Américains apprennent aussi. Et c'est vrai que c'est une période, l'été 43 est un été désastreux pour le bombardement américain. On a aussi le raid sur Schweinfurt et Ratisbonne en Allemagne, où là aussi ça vire au carnage, avec des taux de perte de près de 50%, qui sont des taux de perte. Enfin, aucune force aérienne au monde n'aurait pu se remettre de ces taux de perte, sauf les États-Unis. Et ils vont apprendre à la dure qu'on peut pas faire n'importe quoi face à la Luftwaffe. Et ils apprennent. Ils apprennent. Donc ouais, les photos du raid de Ploesti, elles sont... regardez à basse altitude, c'est ouais. Donc c'est les B-24, c'est les débuts des B-24, les débuts un peu difficiles du B-24, mais comme je vous dis, Ploesti deviendra en 44 une des cibles privilégiées des bombardements. Regardez, ça c'est le 449e groupe de bombardiers. On est en 44. Regardez le nombre de missions qu'ils vont faire. Le nombre de missions qu'ils vont faire en 44 sur Ploesti, avec les pertes incluses. 5 avril, 24 avril, 5 mai, 31 mai, 6 juin, 24 juin, 5 juillet, 9 juillet, 15 juillet, 22 juillet, 18 août, 19 août. Les mecs, ils vont quasiment 2 à 3 fois par mois bombarder Ploesti. Parce que c'est une cible tellement importante pour l'effort de guerre allemand, pour le pétrole allemand. Eh ben, on est prêt à risquer des bombardiers et tout. Sauf qu'on le fait plus à basse altitude, on le fait avec des escortes. On le fait avec des P-38 Lightning, on le fait avec des Mustangs, et on arrête Evaded. C'est le personnel qui ont été abattus, sautés en parachute, et qui sont parvenus soit à s'évader du camp de prisonniers, soit à ne pas être capturés. Voilà. Donc Poe, Kiae, c'est tué en action, Poe, c'est prisonnier, Evaded, c'est les mecs qui ont réussi à éviter la capture. Voilà, donc qui ont été peut-être pris en charge par la résistance locale et compagnie, qui ont réussi à rentrer. Voilà. Donc ouais, ça fait quand même des sacrés taux de perte, hein. Comme vous voyez le nombre de pilotes tués, ça va vite, hein. Donc ouais, Ploesti restera une cible favorite des B-24. Voilà. Avec réservoir supplémentaire, bien sûr. Il y a un... Comme je vous dis, ils en ont fait 18 000. Mais ils ont commencé à lancer les chaînes de production en 40-41. Et on est arrivé à un rythme de production du B-24 comme on n'avait jamais vu avant. En 40... Ils vont faire ces 18 000 avions en l'espace de 4 ans. En 4 ans, quoi. Et comptez combien ça fait par jour. Attendez. Allez, 4 ans. Calculator. 360 x 4. 1440 jours. Ça fait du 18 000 divisé par 1440. Ça fait en moyenne du 12 avions par jour. 12 avions par jour. Sauf que ça monte en puissance en 42-43. C'est-à-dire les deux grosses années de production. 42, 43, 44. Et c'est dingue. La quantité d'avions
que les Américains vont être capables de produire. Alors qu'en même temps, ils font le B-17 et le B-29 qui commencent déjà à arriver à partir de 43-44. Cet avion, je le répète, est le symbole de la démesure américaine. Alors que c'est un avion de transition qui sort de nulle part. Combien d'usines est fabriqué? Un paquet, je pense. Un paquet. C'est un avion qui sort de nulle part, un avion de transition qui n'a... Et bah, l'avion est excellent, bah écoutez, produisez-le. Vous en voulez combien? Oui. Et c'est parti. Et voilà. Incroyable. Donc ouais. Donc l'avion... Les Américains vont apprendre. Donc rappelez-vous qu'il y a une chier de versions. Entre les versions A, B, C, D, E, F, G, H et J, K, L, on va alourdir l'avion. On va l'adapter à partir de 43. Les Américains vont comprendre qu'ils ont un problème en termes d'armement défensif. La Luftwaffe est dangereuse, donc on va commencer à le barder de mitrailleuses. Donc là, vous avez... Regardez, en 43, ça, c'est les premiers groupes de bombardement américains en Angleterre. Vous noterez que c'est des B-24D. C'est encore des B-24 de première génération avec très très peu d'armement défensif. Et au fur et à mesure qu'on va aller vers les... Là, vous avez un H. Déjà, regardez le H par rapport au D. Vous avez une tourelle à l'avant. Donc les Américains ont très tôt appris que les Allemands, pour éviter les 12-7 des B-17, faisaient des attaques frontales. Il fallait avoir une paire de couilles en Focke-Wulf. Hein. Mais le point faible du B-17 à l'attaque, c'était de face. Et les pilotes allemands avaient pris la mauvaise habitude de venir faire des passes frontales. Et vous voyez un Focke-Wulf qui vous arrive en pleine face. Et avec les 4 canons de 20, vous vous faisiez trouer comme une passoire. Et les Alliés vont, pour contrebalancer ça, entre autres sur le B-24, vont mettre une tourelle à l'avant. Écoutez, on a un problème, mettez-moi combien de 12-7? Oui. Et ils vont faire de la couverture maximale, 12-7 devant, au-dessus, en dessous, derrière, sur les flancs. Et là, ça, c'est la réponse aux Allemands qui sont de plus en plus chiants à développer des tactiques un peu folles à l'attaque. Voilà. Et c'est vrai que ça, là, on est sur des B-24H. Vous voyez que ça n'a plus rien à voir déjà avec les D de 43. Vous avez vu un peu la différence énorme. Donc là, vous avez, en l'espace de D, E, F, G, H, en l'espace de 3-4 versions, vous avez vraiment le véhicule qui a totalement changé. Avec après des 12-7 à l'arrière, des trous sur les flancs pour tirer. Voilà. Donc ouais, il y a un côté orc, quoi. Il y a totalement un petit côté Warhammer 40 000 WAG, hein. On va pas se cacher. Hein. Hop là, ça c'est pris en Angleterre à l'entraînement. On voit que c'est encore de la vieille génération. Mais on voit vous les voyez les 12-7 sur les flancs? Les carrés là à côté de J4 à droite. Ça, vous avez un mitrailleur. Vous avez un mitrailleur comme sur un B-17, là, vous voyez. Donc là, le but est de couvrir l'avion. Une bulle, voilà. Donc l'avion sur le papier est mieux défendu qu'un B-17 parce que le B-17 a eu pendant longtemps ce problème de face, de manque d'armement défensif de face. D'ailleurs, vous pouviez même l'équiper d'un parachute. Certaines pistes anglaises étaient un peu courtes, donc vous pouviez mettre un drop chute pour le faire ralentir beaucoup plus vite. Je ne savais pas, je me disais mais qu'est-ce qu'il faut avec un parachute le B-24 ? Vous pouviez mettre un parachute, vous pouviez monter un parachute sur B-24 pour les faire ralentir super court. C'était pas un point faible comme le Lancaster. Le B-24 n'a jamais eu de tourelle ventrale, si. Les B-24 ont une tourelle ventrale, des versions plus tardives. Pareil, des B-24J, novembre 44. Donc c'est ça qui va aller lancer les tempêtes de feu de Sud-Allemagne à partir de 43, 44, 45. Hein. La colonne vertébrale du bombardement stratégique allié, c'est les B-17 et les B-24. Donc c'est deux avions d'une génération différente, le B-24 et de la génération d'après. Mais bon, bah, les Américains peuvent se permettre d'avoir les deux avions simultanément avec la logistique différente, tout ce qui va avec. Voilà.
Ouais, on voit bien les 2-12-7, mais il n'y a pas encore de tourelle. Alors ça, c'est pris en France, quelqu'un connaît? Indice, c'est sur la côte méditerranéenne, une grande ville de France. Je suis allé voir dans le doute que la légende ne raconte pas de conneries, en effet, c'est bien la ville. C'est le 26 mai 44. Marseille, mais non, c'est pas Marseille. Je vous ai pas dit en Algérie, les mecs, je vous ai dit en France. Ouais, c'est comme ça que je me fais fermer mon live à chaque fois. Hein. Toulon, non, non, non. Aix. Non mais c'est pas possible, y a personne du coin. Y a personne du coin qui reconnaît sa ville. Nice. C'est Nice. Bravo Argvolt. C'est Nice. Il y avait combien de membres d'équipage dedans? Ça dépend des versions, mais on considère qu'il y avait 11 membres d'équipage à bord d'un B-17. Nice. Voilà. Donc ouais, matez-moi un petit peu les B-24. Hein, donc là, on voit encore une version tardive avec toutes les mitrailleuses. Regardez-moi ça, s'il est pas beau celui-là. Un B-24M. B-24M du 11e groupe de bombardement, 430e squadron. Beau bébé, hein. Vous savez que c'est un bel avion, hein. Le B-24, hein. Et, comme je dis, c'est un avion qui sort de nulle part. C'est un avion qui vole bien dès le début, et puis en 2 ans, l'avion est opérationnel, au combat. C'est rare, c'est très très rare que ça arrive. Surtout sur un avion aussi gros. Voilà. La balle perdue pour Marseille. Tu parles de Hans Joachim Marseille, n'est-ce pas? Regardez, ça s'est pris dessus Vienne. Vous la voyez la tourelle là? Donc ça c'est un B24L. Vous avez vu, on monte. Donc ça c'est pris en 45. C'est un B24L. Donc c'est encore une version plus tardive. B24L. Et là vous voyez bien la tourelle de 12-7 dessous. Donc là il se prépare à larguer ses bombes. C'est pris dessus Vienne en 45. Voilà. Donc là vous voyez bien la soute à bombe, tourelle ventrale. Et ça vous montre aussi l'évolution dingue de l'avion. On a continué à l'armer encore plus. Les pilotes devaient faire combien de missions avant d'être relevés? De mémoire, il me semble que les pilotes de B-17, c'était 25 missions. Et ils étaient très rares à les faire, les 25 missions. En 43-44, il y a très très peu d'équipages qui parvenaient à faire 25 missions. Ils étaient tous tués avant. Donc ouais, matez-moi ça, très impressionnant. C'est quand même super brillant. Bonne question. Pourquoi ils sont brillants? Hein? La question est légitime. Pourquoi ils sont tous... Pourquoi ils ne sont pas peints? Pourquoi ils sont tous vachement brillants? Pour aveugler les moches. Ça coûte cher. À quoi ça sert de peindre l'avion, les mecs, en 44-45? À quoi ça sert de peindre l'avion? Vous arrivez avec des centaines d'avions, les mecs. Des centaines d'avions. Vous vous rendez compte de la logistique? De la peinture? Le poids de la peinture? Quand vous devez repeindre les avions de tout un groupe, vous devez peindre des centaines d'avions? À quoi ça sert? Inutile de se cacher. C'est totalement inutile de se cacher en 44-45. Vous arrivez avec des centaines d'avions. La peinture, ça pèse lourd sur l'avion. C'est du poids. Tout ce qui va vous faire peser plus lourd va vous coûter de la vitesse. Et ça, les Allemands, ils savent que vous êtes là. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Et à partir de 43-44, il n'y a plus beaucoup de Luftwaffe non plus. 44-45, se cacher ne sert plus à rien. Donc c'est un choix logistique logistique et pratique de ne plus peindre les avions parce que c'est de plus en plus inutile. Voilà. Donc ouais, c'est pour ça que vous allez voir à partir de 44-45 des avions qui sont simplement en métal d'usine. Voilà. Eh, regardez. Eh, c'est pas Rachel Zegler là. Blanche-Neige et Blanche-Neige et les 7 nains. On va pas se le cacher, j'adore les... Donc vous voyez que ça, c'est un vieux B-17. Ça, c'est un B-17D. C'est une D. Donc vous reconnaissez maintenant les B-17 sans les tourelles à l'avant. Plus on avance dans les versions, plus rien qu'à l'armement défensif, vous pouvez commencer à dire de quelle version il s'agit. Donc là, on est sur des débuts de série, sûrement de 1942, et on n'a pas encore les tourelles à l'avant, les tourelles dessous, et tout ça. Donc on est encore sur les tout débuts de série du B-24. Donc ouais, vous avez
Les B-24 sont magnifiquement décorés, hein. J'en ai vu quelques-uns, vous avez vu avant avec les têtes de requins et tout. Superbe. Hein. Un HS sur les illustrations d'avions. Très très bonne idée ça. Faudra que quelqu'un seul me le rappelle. Hein. Mais très très bonne idée. Un best-of des meilleures peintures d'avions. Vous savez quoi, je vais le mettre. Ça ferait un chouette sub-goal ça un jour. Un best-of des dingueries. HS. Très très bonne idée. Hop, hop, voilà. Nose Art, absolument. Donc voilà, Blanche-Neige et les 7 mains, les 7 nains, sur un B24D de début. Donc sûrement, on voit le briefing à gauche, les pilotes et compagnie. Magnifique. Donc regardez ça, c'est une autre photo. Münster, 1945. Donc bombardement sur Münster. Dites-vous que là, c'est la fin de la guerre. Hein. Pépé le lapsus. Tu penses vraiment pas que j'ai fait exprès de faire ce lapsus? Hein? Vraiment? Quand même. Donc ouais, bombardement, 17 mars 45 sur Münster. Donc dites-vous qu'à l'époque, ça traverse le Rhin à Remagen. Hein. On approche vraiment de la fin de la guerre. Et ouais, vous notez que les avions sont pas... à part le B, sûrement pour désigner les avions dans le box, ils ont opéré dans le Pacifique. Ils ont opéré absolument partout. J'ai des photos dans le Pacifique. Donc là, vous avez... ça bombarde l'Allemagne jusque dans les derniers jours de la guerre. Ça bombarde l'Allemagne. Donc ouais, on voit que là, il n'y a plus de peinture sur les avions. Il n'y a plus besoin d'avoir de peinture en mars 45. Regardez les photos incroyables. Donc là, on voit qu'on est sur un B24 plus tardif, B24J. On a la tourelle magnifique. Regardez la tourelle télécommandée avec les 12-7. Vous avez vu? Impressionnant, hein? Magnifique photo, posée. Il y a un côté Hollywood à la photo, hein. Je suis désolé. Mais... Vous auriez pu dire que c'est un film. Vous auriez pu dire... Vous dites à quelqu'un que c'est un film en noir et blanc. Des années 50, ils vont le croire. Tellement la photo est belle. Propre, hein. Donc ouais, encore, voilà, j'ai trouvé quelques superbes photos. Impossible de ne pas les mettre, hein. Voilà. Quel intérêt de bombarder encore dans les derniers jours? Bah, tu bombardes l'industrie. Tu bombardes les villes. Tu bombardes les nœuds ferroviaires. Le bombardement que j'ai montré avant à Vienne, les mecs étaient en train de raser la gare de triage de Vienne. Tu rases, mec. C'est une guerre mondiale, tu crois qu'on est là pour trier le litchi ou quoi? Putain, c'est quoi ces mentalités de gauchistes? Dans la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de médaille d'argent pour les deuxièmes, hein? Et tu vas me dire qu'il fallait pas bombarder Hiroshima et Nagasaki aussi? Les mecs, vous êtes dans une guerre mondiale, d'accord? Le but, c'est de détruire l'ennemi, mais pas que. C'est aussi de détruire sa volonté de combattre sur plusieurs générations. Qu'est-ce que vous faites? Vous le dégoûtez de la guerre. Regardez les Allemands aujourd'hui. Regardez à quel point les Allemands sont encore terrifiés dès qu'on leur parle de la Seconde Guerre mondiale. Comment tu crois que ça a été obtenu, ça, Andréade? En faisant des galipettes avec les Allemands et en étant gentil avec eux? Non. On a buté leurs soldats au front à coups de millions, et en même temps qu'ils mouraient au front, on butait leurs familles chez eux. C'est comme ça que les Allemands, ils ont été dégoûtés de la guerre et qu'ils le sont encore aujourd'hui, au point que ils chient dans leur benne dès qu'ils entendent le mot nazi. Ils ont été écœurés de la guerre. Et il y en a, ils comprennent que ça. Et à l'époque, l'Allemagne n'a compris que ça. Le but, c'est l'annihilation, absolument. C'est terrible, mais c'était une guerre d'annihilation à la Seconde Guerre mondiale. Donc pas de pause. Pas de pause. D'ailleurs, les Allemands, bizarrement, ils se défendaient aussi jusqu'au bout. Hein. Les Allemands, ils l'avaient bien compris que c'était une guerre d'annihilation. Hein. Regardez les dégâts de la flaque. Je vois, merci. Désolé si je casse ton petit monde naïf, hein, mais la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'une brutalité absolument terrible. Dans tous les camps. Tu sais, je suis pas enclin à dire gentil méchant, contrairement à d'autres. Hein. Mais j'ai jamais vu un troupeau de moutons abattre un loup. Pour abattre un loup, il faut être un loup soi-même. Et il faut te mettre au niveau de ton adversaire. Et les Allemands, on a fait aux Allemands x10 ce qu'ils ont essayé de faire. Les Allemands, ils ont fait la même chose. Dessus Londres, dessus Coventry. Les Allemands, ils ont fait la même chose. Il fallait leur rendre la monnaie de leur pièce pour qu'ils comprennent. Les mecs, arrêtez. Et recommencez pas. C'est la guerre. Désolé. Désolé, ça marche comme ça. C'est pas de la chevalerie où on fait du 1 pour 1. Si vous avez la capacité d'infliger 10 fois plus de pertes que ce que vous a fait l'autre, vous le faites. Israël, Gaza. Oh là là!
Israël rase Gaza. Bah ouais, bah écoutez les mecs, fallait pas commencer. Hein. Comme je dis, c'est pas du 1 pour 1. Hein. Si vous avez les moyens de taper fort, vous tapez fort. Désolé, c'est terrible, mais la guerre fonctionne comme ça, la guerre moderne. Il n'y a pas de chevalerie ni rien, c'est juste de la brutalité et des moyens. Hop là. Regardez ça. Quand je vous dis que les ailes du B-24 avaient un problème. Terrible photo. Presque 80 ans après, le traumatisme reste omniprésent. En effet, absolument. Pour ceux qui ne connaissent pas les Allemands ou qui n'ont jamais fréquenté d'Allemands, ils sont encore traumatisés par la Seconde Guerre mondiale. Ils sont encore traumatisés par la Seconde Guerre mondiale. Ça a été un traumatisme absolu. Hop là. Et ça a coûté cher. Hein. Les Allemands, ils se défendaient. Hein. Ils se défendaient bien. Hein. Donc ouais, direct hit, ça... Les ailes cassées. Je pense pas que quelqu'un ait survécu à ça. Peut-être un gunner qui est chanceux qui se fait éjecter. Mais... voilà. Comme nous, en France, on reste traumatisé par l'occupation. Pourtant, l'occupation... Regardez Pépé, la langue de Pépé qui fourche. L'occupation. Oh Elle a pas été si traumatisante que ça, l'occupation. Hein. Faut aller voir ce que les autres ont pris en Yougoslavie, en Pologne, en Biélorussie. Ça, c'était de l'occupation. Hein. Les Allemands étaient plutôt soft. Hein. La collaboration. Qui n'a pas collaboré Est-ce que le fermier qui vend des œufs aux Allemands, il collabore? Question légitime. Est-ce que le fermier qui vend des œufs à la garnison du coin, est-ce que c'est un collaborateur? Est-ce que les compagnies qui coûtent du ciment pour les Allemands, parce que les Allemands payent bien, est-ce que c'est des collaborateurs? Ça n'a aucun sens, le terme de collaboration. Mieux vaut Paris que Varsovie, bien sûr. Nous, on était le camp de vacances, absolument. Mais les gens qui connaissent pas la guerre vivent dans un monde... voilà. Il n'y avait pas de siège éjectable. Terrible, hein. Terrible. Donc on m'a demandé dans le Pacifique. Mais bien sûr. Dites-vous que dans le Pacifique, l'avion... Vous vous rappelez que l'avion est parfait. Les Anglais vont découvrir que le Liberator est parfait pour la patrouille maritime à longue distance. Ben vous savez quoi, l'US Air Force et après l'US Navy et le Marine Corps vont commencer à aussi utiliser le B-24 très tôt, voilà, pour aller faire des trucs. Attention, feu Jean Le Pen a été condamné pour avoir parlé de CV évident. Bah écoute, rien à foutre. Des gens n'ont qu'à m'attaquer en justice. Rien à péter. J'ai d'autres chats à fouetter. Donc ouais, le B-24 a aussi été utilisé dans le Pacifique. Par tout le monde. Ça a été un avion, comme je vous dis, c'est un avion qui est taillé pour le Pacifique, pour les très très grands espaces. Et on va avoir des B-24 dans le Pacifique, tout simplement, pour faire du bombardement stratégique, mais aussi... il opérait à quelle altitude? 7000, 8000 mètres. Hein. Il volait un petit peu plus bas qu'un B-17, mais ouais, c'est des altitudes similaires que le B-17, un petit peu plus bas. Donc ouais, là encore... Oh, le bordel, regardez-moi. Ça c'est du porn pour mécano. Hein. Les moteurs démontés, le bordel dans la jungle. Eh ouais, faire de la mécanique dans la jungle, terrible. Hein. Donc ouais, les B-24 vont être envoyés dans le Pacifique, où on va les retrouver sous des versions un petit peu différentes. Surtout que, en plus, dans le Pacifique, mais à partir de 44, vous avez les B-29. Il n'y a aucun intérêt à utiliser un B-24 quand vous avez des B-29 qui arrivent. Et c'est vrai que l'introduction des B-29, bah on pourrait se dire à quoi sert le B-24 ? Eh ben le B-24 il est excellent à d'autres choses que le B-29 fait mal. Et c'est vrai que, regardez, les B-29, ça, c'est quelque chose quoi. Hein, donc dites-vous qu'en même temps qu'on fait le B-29, on continue de faire le B-24 et le B-17. Hein, la démesure et la folie américaine, sans compter la logistique dans le Pacifique, où on envoie ces milliers d'avions à l'autre bout du Pacifique, c'est de la folie. Mais c'est les Américains. C'est les Américains. Et on peut se poser la question, à quoi sert le B-24 ? Il s'avère que le B-24, vous avez pu vous en douter, est un excellent avion. Versatile. Vous pouvez en faire beaucoup de choses. Et on va commencer, vu que en niveau bombardement stratégique, il ne sert plus à grand chose, on va commencer à le décliner dans plein de sous-versions, dont on sait qu'il fonctionne comme les Anglais avec les Liberators. A-t-on déjà essayé de navaliser un B-24 ? Alors,
Qu'entends-tu par navalisé? Parce que tu peux pas le poser sur un porte-avions, le B-24, hein, faut pas exagérer. On a mis des B-25 sur porte-avions, hein. Rappelez-vous que le raid de Doolittle, ils ont décollé du Hornet avec des B-25. Mais tu peux pas mettre un B-24. Voilà. Donc ouais, le B-29 va devenir un monstre de B-24, de bombardier stratégique. Mais le B-24, lui, c'est un avion rustique qui peut opérer sur des aéroports plus petits. Et on va commencer à faire des variantes sur des théâtres d'opération méconnus. Regardez, ça, c'est le théâtre d'opération Chine et Inde. La division de transport qui opère tout le ravitaillement aérien. Donc là, c'est pas un B-24, c'est un C-46 commando dessus l'Himalaya. À son heure de gloire, en 44-45, il se disait qu'il faisait décoller un avion tous les 5 minutes pour aller de Inde-Chine, Chine-Inde. Totalement dingue. Et c'est vrai que ils vont faire... Regardez ça. C'est un B-24, vous le reconnaissez, mais c'est pas un B-24. C'est un C-87 Liberator. C'est un avion de transport. Ils vont retravailler des B-24 et ils vont même en construire. C'est la version de transport. C'est au-dessus du Himalaya. Ouais. La route de transport la plus dangereuse du monde à l'époque. Extrêmement compliqué de voler dessus l'Himalaya. Regardez ça. C'est le C-87, fait à presque 300 exemplaires. C'est l'avion de transport. C'est un avion de transport. Avec même transport de VIP, avec des baies vitrées pour certains. C'est un avion qui va voler sous pas mal de couleurs. Puisque très tardivement, il mériterait d'avoir son Warbird à lui-même. Mais c'est la version de transport qui va opérer aux quatre coins du monde, mais entre autres sur ce théâtre d'opération. Et j'ai des photos absolument incroyables, regardez. Il a même à l'avant, ils ont tout viré, l'armement, la baie vitrée, et c'est une soute. Vous pouvez foutre plusieurs barils d'essence, vous pouvez même mettre une bombe de 500 livres pour le transport, et dites-vous que ces avions, il y a des B-29 qui vont opérer de Chine. Les Américains vont emmener des B-29 en Chine, et il fallait ravitailler ces avions. Vous imaginez la quantité de carburant qu'il fallait pour les B-29? En Chine, il n'y a rien. Et dites-vous que chaque goutte de carburant était amenée depuis l'Inde, en avion. Voilà. Et ces avions-là, entre autres, amenaient les bombes, amenaient l'essence. Donc voilà, vous avez les photos incroyables de C-87, qui sont rien d'autre que des B-24 de transport, la version de transport du B-24, ça c'est pris dessus l'Inde. Question classique, l'URSS en a eu avec le Prebail. Ils en ont eu un. Mais il y en a tellement qui ont été abattus et qui ont fait des atterrissages forcés en Union soviétique qu'ils en ont récupéré près de 40. Donc techniquement, l'Union soviétique aurait, sur le papier, opéré un groupe de bombardiers de B-24 de prise d'avions qui auraient fait des atterrissages forcés et tout. Mais j'ai pas trouvé de photos de quoi que ce soit. Donc techniquement, ils sont pas considérés comme un opérateur au combat. Mais ils en ont eu, ouais. Un qui a été donné, ils l'ont sûrement testé. Et un paquet qu'ils ont récupéré avec des équipages, plutôt que de rentrer en Angleterre, qui allait se poser directement en Union soviétique parce que c'était plus près. Voilà. Donc ouais, il est beau, hein. Ça, c'est pris dessus l'Inde. Il est beau, là, le C-87 sans aucun armement, hein. Il a un côté baleine. Regardez. Il a quand même un côté baleine. Sans aucun armement, sans aucune tourelle. Il est magnifique. Ça, c'est pris en Chine. Regardez, en Chine, il n'y a aucune logistique. Tout se fait à la main en Chine. Donc vous avez des armées de coulis qui attendent que les avions arrivent. Et tout est déchargé et chargé à la main. C'est un truc pas connu, hein, toute la logistique de guerre qu'il y a eu en Chine. Totalement fou. Mais ça vous montre un peu la dinguerie que c'est. Hop là. Il y avait tellement d'essence à amener pour les B-29 qui vont se dire, et si on transformait l'avion en tanker, avec une citerne, hein, plutôt que de se faire chier à charger des bidons, ça serait pas plus simple de mettre une gigantesque citerne dans l'avion, et vous allez avoir un des premiers tankers jamais développés dans les airs, qui est le C-109. Et le C-109, c'est quoi? C'est la version tanker du B-24, utilisée pour amener de l'essence directement en Chine. Modification de terrain, tanker mais pas ravitailleur. Non, il ravitaille pas dans les airs. Comprenez que c'est pas un avion ravitailleur. C'est un tanker. Il transporte que de l'essence. Et cette essence, après, elle est vidée dans des barils en Chine à la main.
Donc ça, c'est pris en Birmanie. C'est un avion qui décolle de Birmanie pour aller faire la liaison dessus l'Himalaya pour aller amener l'essence au B-29 sur les bases chinoises. Regardez ça. Vous voyez les bidons? Ça, c'est encore un C-109. Regardez à droite. Tout est déchargé. Les mecs, ils arrivent, clac, et ils remplissent tous les barils et les bidons derrière. Et après, ça, c'est transporté à la main jusqu'au B-29 où on charge les machines. C'est un truc de dingue, hein. Est-ce que la version tanker avait des fuites? Bah, de base, l'avion a des fuites, hein. C'est comme une vieille grand-mère, tu vois. Il y a des fuites sur la machine. Mais, voilà. Mais c'est le... Là, l'essence n'est pas reliée. Enfin, c'est deux systèmes différents, tu vois. T'as le tanker, c'est sa charge utile, à proprement parler. Donc ouais, matez un petit peu les C-109. Il n'y aura jamais de C-109 de série. Ce seront des modifications de B-24. D'ailleurs, vous voyez que le C-109, là, regardez, c'est un B-24 de fin de série avec la tourelle à l'avant et tout ça. Donc c'est un B-24 qui a été modifié sûrement en arrière, en intérieur, pour juste transporter de l'essence. Mais là où l'avion de transport, le C-87, lui, a été fabriqué de série, là, c'est de la modification de terrain, une adaptation qui est liée au fait que les B-29 suçaient trop d'essence et qu'on n'amenait pas assez d'essence. Donc on a développé des versions de tankers. Voilà. Pareil, regardez le monstre. Donc ça, c'est encore un C-109, mais regardez, c'est un autre C-109, puisqu'il n'a pas la tourelle à l'avant. C'est un autre C-109. Ils ont... le C-109, c'est plein de versions. C'est la version tanker, mais qui regroupe plein de versions piochées un petit peu partout. Donc ouais, totalement dingue, hein, un avion tanker, juste pour transporter de l'essence au B-29. Je me suis fait grand remplacer pour le B-29, donc j'amène maintenant l'essence à mon remplaçant. C'est totalement ça. Hop là, pareil, regardez-le. Avec, donc là, c'est sûrement presque... C'est même pas des versions de transport, parce qu'on voit que... ouais, si, il y a le nez à l'avant. C'est... La tourelle a été retirée, ouais. Parce que dans les versions tardives, là, tu vois qu'il n'y a aucune tourelle. Il n'y a pas d'armement. Et ils ont même mis une vitre. Ils ont même une vitre à la place du compartiment tireur. Parce que je pense que là, c'est un C-87 de transport. C'est un C-87 qui a été modifié en C-109. Tu vois le bordel? Le C-109, le C-87 qui est lui-même une version de transport modifiée du B-24. C'est pour vous dire un petit peu le bordel quand on rentre dans les variantes et sous-variantes de variantes. Voilà. Mais, en parallèle de tout ça, rappelez-vous que l'avion est incroyable pour la patrouille maritime. Le B-29 est un bombardier stratégique pur. Et l'US Navy, dès le début de la guerre, va voir ce que font les Anglais avec le Liberator et à quel point il est bon, le Liberator, pour la reconnaissance maritime. Et ils vont développer leur propre version, qui est le PB-4Y Liberator. Vous allez donc avoir, vous vous rappelez, des couleurs un peu blanches du Coastal Command anglais. Là, pendant toute la guerre, vous allez avoir l'US Navy et les Marines qui vont équiper, qui vont avoir leur propre avion, leur propre version de reconnaissance maritime dans le Pacifique. L'avion est taillé pour le Pacifique, avec entre autres des sous-variantes qui embarquaient encore plus d'essence. Voilà. Pour vous dire un petit peu le gabarit de la bête. Donc le PB-4Y Liberator, vous le verrez souvent en photo dans le Pacifique. Il est beau, hein? Là, vous noterez qu'il n'y a même pas d'armement défensif de flanc. Comme je dis, il n'a pas... Ce genre d'avions n'ont pas vocation à aller chasser près du territoire où il y a des chasseurs ennemis, d'accord? Il n'est pas là pour ça. Vous allez peut-être tomber sur des hydravions ennemis qui font la même chose que vous. Mais il n'est pas censé tomber sur des chasseurs ennemis. Voilà. Donc c'est pour ça que vous allez voir parfois ces avions avec moins de configuration d'armement lourd pour économiser du poids, pour mettre encore plus d'essence à bord. Vous voulez un avion de reconnaissance maritime, vous voulez qu'il aille le plus loin possible. Vous n'êtes pas trop intéressé par l'armement à bord. D'ailleurs, il y a des sous-variantes et variantes du B-24 et du PB-4Y qui sont des versions non armées de reconnaissance, avec juste des appareils photo. Un peu comme les P-38 et tout ça, les F-7, les F-7J et tout. Vous allez avoir donc des versions spécialisées dans la reconnaissance et tout ça. Comme je dis, c'est un avion incroyablement versatile. Tellement versatile, bien plus qu'un B-17. Voilà. La tourelle à l'avant, c'est pour chasser les hydravions Jap. Il pourrait totalement aller chasser de l'hydravion Jap. Quoique tu veux pas tomber contre un Emily qui est entouré de 20 mm,
Mais y a dû y avoir, je pense, des combats aériens de B-24 contre hydravions japonais, en cherchant un petit peu, sans aucun doute. Vous voyez vous voyez la dérive. La dérive, là, on me l'a fait noter depuis le début. La dérive. Cette dérive, elle pose des problèmes depuis le début. Et très tôt, dès 1942, chez Consolidated, on va commencer à travailler sur une dérive haute. On va avoir le XB24K et N, qui sont des prototypes. Regardez. Avec les premières tentatives pour mettre une dérive plus haute, qui apporte plus de mobilité, comme le B-17, vont amener une dérive haute au B-24. Donc dès 42, on va commencer à plancher sur une nouvelle dérive sur le B-24. Voilà. Regardez ça. Magnifique. Donc c'est les protos. On voit que c'est des débuts de série. On voit que c'est des B-24D. Il n'y a aucun armement défensif à part les basiques de la tourelle au-dessus et de l'armement de flanc. Mais, vous trouvez pas que ça ressemble à un B-26 Marauder un peu, hein? Les experts du chat là, il ressemble vachement à un B-26 Marauder avec sa... vous lui enlevez un moteur. Vous lui enlevez un moteur. Enfin, deux moteurs. Vous le mettez un peu moins bas de plafond là. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau à un B-24 Marauder, le machin. Donc ouais, là vous avez les premières tentatives. Très tôt, ils vont plancher sur une dérive haute. Et ça va se faire, puisqu'on va avoir le PB4Y2, qui lui s'appelle le Privateers. Donc il n'y a plus de Liberator. Et le Privateers, qui va arriver en 1944, est vraiment... Donc une sous-variante du PB4Y1. Mais regardez, vous allez comprendre de quoi on parle. Regardez ça, c'est un B24 les mecs. C'est un B24. On retrouve la tourelle là. Regardez, on retrouve les tourelles à l'avant. Sauf que maintenant, il n'y a plus les ouvertures sur les côtés. C'est la version tardive. C'est un B24. C'est les B24 les plus tardifs que vous ayez. C'est PB4Y2. Vous avez vu un peu? Dérive haute à l'arrière. Vous avez vu comment il fait moderne? C'est le même avion les mecs. C'est un B24. Mais c'est une sous-variante d'une variante. Et on voit que l'avion a extrêmement évolué en termes de lignes. Fini le... Donc ça, c'est la version la plus tardive, c'est 1944. Hein. Donc, à l'époque, on est B29 Super Fortress et tout, quoi. Et lui est là juste pour faire de la patrouille dans la profondeur, patrouille maritime. Il va faire la guerre de Corée. Et on le retrouvera encore jusqu'en 1958 dans les Coast Guard. C'est pour vous dire à quel point cet avion était bon. Les tourelles dorsales, mais c'est un superbe avion. Regardez-le. Alors sur certaines versions, vous aviez encore sur les côtés les merdiers. Il y a eu plusieurs versions du PB4Y2. Et regardez. Regardez ce qu'il y a sous les ailes. Il a des bats. Il n'y a pas que les Allemands qui ont développé des bombes radioguidées. J'en avais parlé. Mais les bombes radioguidées, les Américains en 45 en ont aussi. Et là, vous avez un PB4Y2 avec des bats. Hop là. Donc, vous trouvez un petit convoi japonais. Les Japonais n'ont jamais développé de système de convoi comme les Alliés. Mais vous trouvez une jonque japonaise ou un maru à la con là. Et vous lui mettez une bombe planante dans la tronche. Littéralement, c'est là pour ça. Des Privateers. Mais on oublie que le Privateers est un B24. C'est un B24. Lourdement modifié, mais il est totalement considéré comme un B24. Et regardez-le, il est magnifique. Il était apprécié par les équipages. Ah bah, vaut mieux vu comment ils l'ont utilisé énormément. Hein. Ouais, les Français en ont eu. Vous allez voir, tout le monde en a utilisé après-guerre, c'est terrible. Donc ouais, très joli avion. J'ai encore d'autres photos. Regardez. Ça. Donc ça a fait la guerre en Corée. On les a eu en Corée. Et il était tellement bon, après la Corée, qu'on ne voulait pas le ferrailler. Donc on les a filés au Coast Guard. On les a filés aux gardes-côtes américains, qui les ont opérés jusque fin années 50. Regardez, ça c'est pris en Corée, justement. Donc en Corée, ces avions-là, ils sneakaient par la mer et ils allaient balancer des fusées éclairantes sur les lignes chinoises et nord-coréennes
Entre autres pour détecter s'il y avait du mouvement et calibrer l'artillerie. Oh la vache. Oh là 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 là. Des P3 avant l'heure. Ah, il y a de ça, ouais. Il y a de ça. Absolument. Tu sais que dans les rôles de P3, ils allaient, avant l'introduction des P3 de chasseurs d'ouragans, c'est eux qui allaient traîner à côté des ouragans pour récupérer de la data, de la donnée sur les forces d'ouragan et tout. Ça se fait encore aujourd'hui. On a les derniers P3 qu'on est font de la chasse à l'ouragan en allant directement dans l'œil du cyclone et tout. Bah ça, ils l'ont fait, avant les P3. Donc ouais, c'est incroyable de se dire qu'on a eu des B24 en Corée. Ce sont des B24. Superbe. Hop là, donc ouais, regardez les versions des Coast Guard qui sont beaucoup... Ah bah là, c'est rustique. On a enlevé tout l'armement, baie vitrée partout. Vous voyez, tout l'armement a été enlevé. Bah ouais, ça étonne avec cette... Ça fait drôle d'avoir cette dérive unique. Hein. Quand on est habitué au B24, regardez, je vous remets le proto en 39. Hein. Attendez, je vais vous mettre une belle photo du proto. Regardez, c'est le même avion, les mecs. On a du mal à imaginer. Hein. Dingue, hein. Donc ouais, très intéressant de voir le... attendez, je vais faire ça. Je vais éviter de me prendre un copyright claim avec la musique. Voilà. Elle culmine à combien de dérives? Je sais pas, j'en ai pas en bas pour aller compter, malheureusement. Hop là. Donc ouais. Je vous... Ah, dégage. Attendez, il faut que j'enlève la photo du proto. Voilà. Et il faut que je retourne chercher... Regardez ça. Le monstre. Hey, il fait méchant quand même, hein. Et la dérive est haute, hein. La dérive est très très haute, hein. Donc ouais, ça fait drôle de voir... Donc ça, c'est des photos tardives, fin années 50, 58, des Coast Guard. Les photos, elles sont incroyables. Regardez ça. Oh, il est beau, hein. Il est beau, hein. Ah, c'est un B24, hein, mais un B24 qui a évolué, quoi. Magnifique. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a plus de B29 à l'époque. Il a enterré son successeur, le mec. Bah ouais, le B29, il a vite été mis au rebut, hein, avec vu les monstres qui arrivaient derrière. Et bah lui, il est toujours là. Magnifique. Ah, la chaise et la table, ouais, pour l'apéro, là, avec l'ouragan, hein. Superbe, hein. Donc ouais, donc c'est un avion qui est resté en service que fin années 50 aux États-Unis. Et il y en a encore un paquet qui vole aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a... Cet avion a été énormément distribué dans le monde. Rappelez-vous, 18 000 exemplaires. On a vu que les Anglais ont été des très très gros utilisateurs. Vous avez aussi les Australiens. Les Australiens, ils en ont eu presque 300. Ils en ont eu presque 300, des versions tardives, des J, des L, des M. Et ils les ont utilisés jusqu'en 1948, les Australiens, leurs avions. Comme je dis, ils étaient taillés pour la guerre que menaient les Australiens aussi dans le Pacifique. Entre autres en Nouvelle-Guinée, Birmanie et tout ce coin-là. C'était vraiment un avion qui était adapté pour les Australiens à ce qu'ils avaient besoin. Truc de dingue. Je ne sais pas comment, mais il y a des avions australiens qui ont fini dans le civil, dans la compagnie Qantas Empire Airways, compagnie aérienne civile, et on a des B-24 qui ont été utilisés à partir de 44 pour quelques années dans le civil. Donc il y avait comme avion de transport, donc vous avez, regardez, la Qantas Empire Airways avec le kangourou. Et il y a des B-24 qui ont été utilisés pour le transport. Alors eux, généralement, étaient connus, ils utilisaient plein de gros avions, des hydravions et tout ça, Qantas. Donc ils récupéraient au passage, ils ont récupéré au passage des B-24 modifiés pour, entre autres, je pense, des versions de transport de passagers, absolument. Donc de compagnie civile, les mecs avaient des B-24. C'était un airliner. Ils en ont fait un airliner. Donc sûrement qu'ils ont récupéré des C-87 de transport, parce qu'on voit que c'est des avions modifiés, il n'y a plus le nez à l'avant et tout ça. Mais ils en ont fait... Taïwan, j'arrive, j'ai une photo. Vous êtes trop pressés à vouloir tout spoiler dans mon chat. Donc ouais, Qantas, 44-45, regardez-les. Superbe, hein. Donc vous pouviez prendre un petit airliner. Regardez, il y a tous les... il y a les hublots. Bah ouais, c'est bien d'avoir une petite vue quand même, non? Regardez les hublots. Génial, hein. Il fait tellement plus moderne, mais c'est un bel avion, le B-24. Et il sort de nulle part. Comme je dis, c'est un avion de transition sorti de nulle part. Et là, d'un coup,
5 ans après qu'il est volé, vous le trouvez en airliner dans le Pacifique pour une compagnie australienne. Magnifique. Donc ouais, avec tous les avions abattus et tout ça, vous avez les Roumains. Bah ouais, vous vous rappelez à Ploesti, il y a un paquet d'avions qui ont été abattus. Et certains de ces avions, bah les mecs voulaient survivre. Certains de ces avions faisaient des posées un peu agressifs. Il y en a quelques-uns qui sont posés sur des aéroports roumains. Et bah les Roumains, ils en ont refait voler. Ils ont réussi à refaire voler 3 ou 4 B-24. Voilà, regardez le B... Ça fait drôle de voir un B-24 avec aux couleurs roumaines. Mais les Roumains font partie des utilisateurs du B-24. Tout comme les Allemands. Les Allemands en ont aussi récupéré une petite poignée. Et les Allemands ont fait voler des B-24. On sait de façon opérationnelle, dans la Kampfgeschwader 200, dans l'escadrille qui faisait les OP noirs. D'ailleurs, on sait qu'il y en a un qui s'est fait abattre fin avril 45 par la DCA allemande. C'est con. Mais vous avez des Beute B-24. On ne sait pas trop à quoi ils ont servi, mais on sait que ça a volé. On sait que ça a volé. Les Allemands, en tout cas, les ont gardés en état très longtemps. Ils n'avaient pas trop de problèmes de pièces détachées, tellement il y avait d'épaves en Allemagne, de toute façon. Voilà. La Kampfgeschwader 200, bah, c'est de eux que je parle. La Kampfgeschwader 200, ils en ont pas eu beaucoup. Hein. Je crois qu'ils ont eu moins de 5 opérationnels, ce qui est déjà beaucoup quand tu vois les complexités de logistique de faire voler un avion dont t'as pas de pièces détachées et tout ça, dont t'as pas les pilotes et tout. La Turquie, les mecs. La Turquie n'a jamais acheté de B-24. Pourtant, ils en ont eu près d'une douzaine. Les B-24 turcs. Bah ouais, tous les mecs de Suplo-Esti qui ont été parfois avec des avions endommagés, ils ont fait quoi? Bah ils sont allés se poser en Turquie, en territoire neutre. Ce qui fait que les Turcs ont capturé près d'une quinzaine de B-24 qu'ils ont cannibalisé pour en faire voler une douzaine. Voilà. Et vous avez les Turcs qui les ont gardés jusqu'à la fin des années 50. Mais c'est un superbe avion, on vous les donne gratuitement. Vous vous rendez compte? On vous donne des avions. N'oubliez pas que la Suisse, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, était, je crois, la troisième force aérienne stratégique du monde. Tellement ils avaient capturé de B-17 et de B-24. Les Alliés les ont jamais redemandés. Les pilotes ont été renvoyés. Ou alors ont été internés et renvoyés. Mais tu t'en fous des avions. Quand tu sors 30 avions par jour, qu'est-ce que t'en as à foutre des B-24? T'en as plein les tiroirs de B-24 neufs. Hein? T'en as plein de... Voilà, c'est du jetable, absolument. L'équipage est plus important que l'avion. L'avion, tu t'en fous. Tu l'offres même, tu sais quoi? L'avion, tu l'offres. Tu leur dis, tenez, je vous donne même des pièces détachées. Rendez-nous nos pilotes. Voilà, wink, wink. Et si vous en voulez, on vous donnera une option de 5 en plus. C'est cadeau. Voilà. Donc, ils s'en foutaient des avions. Les pilotes étaient plus importants que les avions. Surtout si t'as des pilotes avec 15-20 missions. Si t'as des pilotes qui ont un bagage et un savoir-faire. Tu veux pas perdre des pilotes. Les pilotes valent tellement plus cher que la machine. La machine, elle vaut rien. Quand vous en construisez comme ça, c'est affreux de dire ça. Hein, l'avion ne vaut rien. L'avion, là, voilà. Donc c'est amusant de voir les Turcs qui ont opéré leurs avions, leurs B-24 de prise, pendant plus d'une décennie. Parce que, bah, c'est un super avion, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. L'Inde. Les Indiens, à leur indépendance en 47, ont aussi récupéré un paquet de B-24 qui étaient restés chez eux. Et ils en ont opéré près d'une quarantaine. Ils avaient une escadrille. Monsieur Storride, 26 mois. Merci mec, tu régales. Je crois que les Italiens en ont utilisé un capturé possible. Là, je vous mets juste en quelques lignes. Mais tout le monde en a eu plus ou moins. Tout le monde en a eu plus ou moins des B-24. Je veux dire, c'est un avion extrêmement versatile, prolifique. Tout le monde les a utilisés sur tous les théâtres. Donc forcément, il y en a qui les ont capturés. Il était facile à réutiliser si vous aviez les pièces détachées, l'essence. Je suis pas étonné que les Italiens en aient repris, hein, simplement. Hein. Ça a tapé du paquis, va bien. Je vais avoir des problèmes, moi. J'ai autorisé mon automode à l'usage du mot. Donc ouais, les Indiens les ont gardés jusqu'en 1968. C'est les utilisateurs le plus tardifs de leur B-24. Ils les ont gardés presque jusqu'en 1970. J'ai rien lu sur un usage militaire des B-24 indiens. Mais visiblement, s'ils en ont gardé une quarantaine, c'est qu'ils ont été capables d'avoir une escadrille de bombardement stratégique. Jusque très tardivement. Ce qui est assez incroyable. Surtout qu'ils ne les ont jamais achetés. C'est des B-24 qui sont restés en Inde après-guerre, que personne ne voulait voir.
Et littéralement, toutes les sources que j'ai vues, c'est marqué qu'ils les ont juste remis en service. Ils les ont remis en service. Ils ont rien acheté à personne. C'était seulement des machins qui traînaient en Birmanie et compagnie. Et ils sont démerdés pour faire un pool d'avions opérationnels. C'est beau, hein? La Chine! Quelqu'un m'emmerde dans le chat avec Taïwan. Mais dites-vous que Taïwan est un très gros opérateur du B-24. Les Américains vont en refourguer près de 50 aux nationalistes. Et ils vont les opérer pendant toute la guerre civile chinoise. Les B-24 taïwanais. Au point que les communistes vont même en récupérer deux. Ils vont en récupérer deux d'anciens Taïwanais. Et ils vont les garder jusque dans les années 60. Possiblement qu'ils vont être remplacés par des Tu-16. Des Tu-16 russes. Et ils vont les garder jusque super tardivement, les communistes. Incroyable, hein. Donc ouais, c'est... Et je pourrais continuer comme ça longtemps, puisqu'il y en a eu aux quatre coins du monde. Les Mexicains en ont opéré, tout ça. Les Français aussi en ont utilisé des PB4Y et tout ça. C'est beau. C'est beau. Donc ouais, c'est un... Quel avion incroyable. Vous avez vu ça? Pas connu, hein, le B-24. Je veux dire, on le connaît généralement plus pour le bombardement stratégique. On oublie à quel point ça a été un avion superbement versatile. Bien plus que le B-24, que le B-17 ou le B-29. Et ils en ont fait 18 000. C'est l'avion, c'est le bombardier le plus produit de l'histoire de l'aéronautique. Pourtant, il a des concurrents. Hein. Des B-29, ils en ont fait 4 000. Des B-17, ils en ont fait, je crois, 12 000 ou 13 000 de tête. Mais là, on est à 18 000 sur un très court laps de temps. La démesure... Il se fait piquer la vedette par le B-17, oui. Comme je dis, il est un petit peu parfois dans l'ombre du B-17 et du B-29, alors que il a été plus produit que les deux mis ensemble. Et qu'il a été plus utilisé que les deux mis ensemble. On oublie à quel point cet avion a été utilisé par tout le monde, partout, sur tous les théâtres, et même par les méchants, même par les Allemands et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, il n'en resterait que 2 en heure de vol. C'est très très dur aujourd'hui, malheureusement, de garder des bombardiers en état de vol. C'est mon bombardier, écoute, très très bon choix. Tiens, donc pourquoi est-ce que B-17 a été bloqué, monsieur Eriki? Combien de B-52? Pas beaucoup. Le B-52 n'a pas été produit à des quantités folles. Ils sont restés très longtemps en service, mais ils n'en ont pas fait non plus énormément de B-52. Ça doit coûter cher l'entretien, oui. Aujourd'hui, avoir un avion de collection, un bombardier quadrimoteur de collection, ça coûte horriblement cher. En logistique, en entretien, il n'y a plus de pièces détachées. C'est un calvaire. Voilà. C'est un calvaire. Mais non, monsieur Ricky, je l'ai briefé sur toi. Je lui ai envoyé une compilation de tous tes messages sur ma chaîne. Et c'est une IA, tu vois. Donc je passe par Grok maintenant. C'est Grok qui dresse les profils un peu louches. Je leur donne l'historique de tous les messages. Et comme ça, mon monsieur bot vous gère au cas par cas, vous voyez. Un total de 742 B-52. Voilà, c'est pas beaucoup. Mais c'est encore un autre monstre, le B-52. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Bel avion, hein. J'avais beaucoup de choses à dire. Hein. Ah, les privateers français ont fait la guerre d'Algérie dans les 28 actes de la marine. Merde, je suis passé à côté. C'est dommage. J'ai pas fait gaffe. Je suis passé à côté. Il y avait tellement de choses à dire. Ça fait déjà 1h30. Et je suis passé à côté des privateers français. Dommage, généralement, j'essaie de... Cocorico, on essaie un peu de parler. Je suis passé... Donc visiblement, les Français les ont gardés aussi jusque dans les années 60. Puisque ça a fait la guerre d'Algérie. Vous vous rendez compte un peu? Des bons avions, hein. Superbe avion, hein. Voilà. On n'est pas en capacité de produire les pièces. Ça coûte horriblement cher de produire les pièces. Hein. Reproduire une pièce aujourd'hui, donc tu fais du cas par cas. C'est-à-dire que tu vas aller voir un mec... tu vas usiner ta pièce. Usiner une pièce. Donc, t'arrives avec tout le merdier, toute la paperasse. Faire usiner une pièce, ça va coûter horriblement cher. Surtout si tu commences à en usiner plusieurs. C'est là où en construire 10 000 de pièces, ça coûte beaucoup moins cher. C'est les basiques de l'économie de masse et d'industrie. Voilà. Pour pouvoir faire une pièce, surtout que tu vas mettre sur un avion qui va voler, donc il faut de l'ultra qualité, ça va te coûter très très cher. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous voulez, il y avait tellement de choses à dire que j'aurais peut-être dû faire 2 épisodes. Si vous avez des choses à rajouter, vous pouvez dessous mettre des choses dans les commentaires. Et voilà. Bon, écoutez, je vais pas streamer ce soir parce que j'ai déjà... Putain, voilà quoi. Demain,
Demain, je ferai du... hop, j'ai prévu quoi? City Skyline. Oh là là, City Skyline demain après-midi. Vous allez voir, j'ai une ville superbe. J'ai encore joué 2 ou 3 heures là en solo, c'est incroyable. Et en soirée, on fera du Ultimate General Civil War. On fera du Ultimate. On approche de la fin hein, de Ultimate General Civil War. Je crois que j'ai 2-3 batailles intermédiaires. Après, on aura Cold Harbor. Et après, peut-être qu'on aura Washington. Hein. Tout Washington. Hein. Vendredi, Panzer Corps. Non, jeudi, petite minute géopolitique sur l'Ukraine. Il est arrivé le temps du début de mois ou de la fin du mois précédent où je dois faire le bilan du mois. Donc on ira un petit peu voir ce qui se passe en Ukraine sur la ligne de front. Et on fera du terrain Invicta en soirée. Bon, écoutez, je m'arrête là. Passez une bonne soirée, bonne semaine.